Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu les rouages des marchés publics au Maroc. Oui, bonjour. On s'appuie sur un guide pratique, là, fait sous forme de questions-réponses. C'est vrai que ces contrats, bon, ils sont partout, hein, essentiels pour l'administration, pour les entreprises aussi. Tout à fait. Et on voit que ça intéresse de plus en plus, même la justice, les médias. L'idée, c'est de comprendre un peu les bases. Comment l'argent public est géré et comment la concurrence est censée optimiser tout ça. Absolument. Et c'est un domaine qui est quand même technique et qui bouge tout le temps. Oui. La réglementation, elle doit suivre les lois, les finances, la technologie. Souvent, elle est influencée par ce qui se fait à l'international. Je pense par exemple aux partenaires comme la BAD, la Banque africaine de développement. D'accord. Le fameux décret de 2013, c'est un peu la pierre angulaire, mais ça reste un ensemble assez complexe, un peu dispersé même. Donc ce guide, justement, il vise à simplifier un peu les choses pour les gestionnaires et puis pour tous ceux qui touchent de près ou de loin à la commande publique. Alors justement, pour commencer simple, c'est quoi très concrètement un marché public? Alors, avant tout, c'est un contrat où il y a de l'argent qui circule, à titre onéreux, comme on dit. D'accord. D'un côté, on a une entité publique, c'est le maître d'ouvrage, Mhm. et de l'autre, une entreprise ou même une personne physique, le fournisseur, le prestataire. L'objet du contrat, ça peut être des travaux, la livraison de fournitures ou alors des services. Des services comme quoi par exemple? Ça peut être des études, des formations, des prestations d'architectes aussi. Le point vraiment clé, c'est qu'il faut un prix. Si la prestation est gratuite, eh bien ce n'est pas un marché public. D'accord, c'est vraiment cet échange prestation contre un prix. C'est ça qui définit le truc. Exactement. Et qu'est-ce qui le différencie alors d'autres contrats que l'administration peut utiliser? Je pense aux subventions par exemple. Oui, alors il y a plusieurs distinctions importantes. Justement, la subvention, elle sert plutôt à financer une action d'intérêt général. Il n'y a pas cette contrepartie directe, mesurable pour l'administration comme dans le marché public. Ah oui, Ça se distingue aussi de ce qu'on appelle la délégation de service public. Là, c'est différent. On confie carrément la gestion d'un service public à un opérateur. Et lui, il va se rémunérer souvent sur les usagers. c'est un autre modèle. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est pas comme les contrats plus simples de droit commun qui, eux, n'exigent pas toute cette procédure de mise en concurrence. Le décret de 2013 écarte aussi certains actes, comme par exemple les opérations sur le marché financier international. Ça, c'est pas des marchés publics. Très clair. Alors, qui sont les acteurs principaux dans ce système? Le guide parle d'attributaires et de titulaires. C'est pas la même chose? Non, non. C'est une nuance juridique, mais elle est importante. L'attributaire, en fait, c'est le candidat dont l'offre a été choisie, jugée la meilleure après la procédure. D'accord, le gagnant en quelque sorte. Voilà, si on veut. Mais il ne devient vraiment titulaire du marché que lorsque le marché est formellement approuvé et que cette approbation lui est bien notifiée. Ah, ok. C'est là qu'il y a l'engagement ferme. Et il faut aussi faire attention, le terme marché public est plus précis que commande publique. La commande publique, c'est plus large, ça englobe d'autres choses comme les bons de commande, les partenariats publics-privés. D'accord, c'est une subtilité légale à retenir. Bon, on a les acteurs. Comment l'administration fait pour définir ce dont elle a besoin, avant même de lancer la compétition? Ça doit être crucial pour bien utiliser l'argent public, non? Ah oui, ça c'est une phase mais absolument fondamentale. C'est ça qui va conditionner la transparence, la qualité de ce qui sera fait et puis l'efficacité de la dépense. Hmm. Les besoins, ils doivent être définis très très précisément avant de lancer l'appel à la concurrence. L'idéal, c'est de se baser sur des normes marocaines quand elles existent, sinon internationales, et sur des spécifications techniques qui sont basées sur la performance qu'on attend, sans bien sûr créer des barrières qui favoriseraient un fournisseur en particulier. Logique. Si on néglige cette étape, ou si on la fait un peu à la va-vite, on risque d'avoir des offres pas adaptées, des surcoûts, des problèmes, des litiges plus tard. Donc souvent des études préalables sont vraiment nécessaires. Le guide mentionne ensuite différentes formes de marché. On peut peut-être parler rapidement de trois. Le marché dit reconductible, le marché à loti, et puis le marché de conception-réalisation. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Oui, volontiers. Alors le reconductible, il est fait pour des besoins réguliers qu'on peut prévoir. Comme l'entretien? Oui, l'entretien, la maintenance, ce genre de choses. Le marché de base couvre l'année budgétaire, mais on peut le reconduire pour 3 ans, parfois même 5 ans pour certaines prestations spécifiques. Ça donne une certaine stabilité. D'accord.
Et la LOTI? L'allottie, lui, c'est quand on découpe une grosse prestation en plusieurs lots plus petits. Ah ouais. L'intérêt, c'est surtout de permettre à plus d'entreprises de répondre, en particulier les PME. Elles peuvent soumissionner juste sur une partie. Bon, pour la concurrence, donc. Oui, c'est ça. Après, ça peut rendre la gestion un peu plus complexe pour l'administration, forcément, puisqu'elle a plusieurs interlocuteurs. Les lots peuvent être attribués séparément, ou alors on peut les regrouper si c'est plus avantageux. Et le dernier, conception-réalisation. Ça a l'air spécifique. Salé. Là, on confie à un seul prestataire à la fois la partie conception, les études, les plans, et la partie réalisation, les travaux, la fourniture. Tout en un. Voilà. On l'utilise pour des projets souvent complexes où il faut vraiment que les deux phases soient bien intégrées dès le départ. Et justement parce que ça concentre beaucoup de responsabilités et de risques aussi, son usage est plutôt exceptionnel. Il faut une autorisation du chef du gouvernement pour y recourir. Très intéressant ces différentes formules. Et bon, une fois que le besoin est clair, que le type de marché est choisi, comment on désigne l'entreprise? Quels sont les principaux modes de passation? Alors, la voie principale, la plus courante, c'est l'appel d'offres. Il peut être ouvert à tout le monde ou restreint à des candidats qui ont été préqualifiés ou alors avec une présélection. Ok. Esthétique particulière, ça c'est ce qu'on appelle les modes normaux. Et les exceptions? Exceptionnellement, oui, on peut utiliser le marché négocié. Là, l'administration discute directement avec un ou plusieurs candidats. Mais attention, c'est seulement dans des cas très précis, bien listés par la loi. Et puis, il y a le bon de commande, pour les achats plus petits, plus courants. Ah oui, le bon de commande. Voilà, pour des fournitures, des petits travaux, des services, jusqu'à 200 000 dirhams TTC. On peut même aller jusqu'à 500 000, mais là, il faut une autorisation exceptionnelle. C'est plus souple. D'accord. Donc, si on devait un peu synthétiser l'esprit du système, on le tient quoi? Une recherche d'efficacité, de concurrence, dans un cadre quand même assez strict, mais qui doit aussi pouvoir s'adapter. C'est tout à fait ça. Le fil conducteur, c'est vraiment la transparence et l'égalité de traitement des entreprises. Ça passe par des procédures bien définies, depuis la définition du besoin jusqu'à l'attribution du marché. Mais comme vous dites, le système n'est pas figé. Il y a des règles spécifiques pour certains secteurs, je pense aux architectes ou au marché des collectivités territoriales par exemple. Et puis il évolue, notamment avec la dématérialisation qui prend de plus en plus de place via le portail des marchés publics. Oui, c'est vrai. Et plus récemment, on a vu apparaître les enchères électroniques inversées pour certains types de fournitures. Donc oui, ça bouge. Voilà qui donne une bonne vue d'ensemble. Pour terminer, peut-être une pensée pour aller plus loin. Le guide insiste beaucoup sur la transparence, la lutte contre la corruption. On peut se poser la question, est-ce que cet accès facilité aux données des marchés, grâce à la dématérialisation justement, pourrait vraiment changer la donne? Comment ça pourrait transformer la redevabilité des acteurs, publics comme privés? C'est une excellente question. Oui. C'est une piste à méditer. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.